Au journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Tout de suite les titres. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a présidé le week-end dernier au lycée Monseigneur Chaoumba à la Gombe la clôture de la réunion portant sur la révision et validation de l'arrêté portant sur l'organisation du comité d'organisation de l'examen d'État. Après d'intenses échanges, des amendements ont été apportés sur certains articles, le contenu dans ce journal. Les chauffeurs des poids lourds ont manifesté contre la décision de l'autorité urbaine demandant à ce dernier de ne rouler que de 22h juste à 5h juste, observant une grève ce lundi 26 mai dans la ville-province de Kinshasa. Ils ont garé leurs véhicules en plein avenue Bypass, provoquant ainsi un terrible embouteillage. Les détails dans ce journal. Et puis le 23 mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale pour l'élimination des fistules obstétricales. En RDC, l'heure est à la sensibilisation de la population congolaise sur cette maladie, considérée comme une maladie de la honte chez les femmes. Mais c'est quoi donc une fistule obstétricale? Élément de réponse dans cette édition. Après les titres, place au développement. Sachez tout d'abord que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a donné le goût de l'atelier sur l'élaboration de la politique et stratégie nationale en matière d'intégration d'éthique dans l'éducation. Dans son allocution, Aïssa Malo a rappelé l'ambition de son ministère d'équiper 60% d'écoles en dispositifs numériques d'ici 2029 et a appelé les participants à travailler avec lucidité et exigence pour aligner le pays sur cette trajectoire. On l'écoute. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas une première étape, c'est un point de bascule. Pendant longtemps, l'intégration du numérique de notre système éducatif s'est faite par à-coups, souvent à travers des projets pilotes, des partenariats ponctuels, des solutions d'urgence. Mais en 2025, nous avons franchi une étape décisive. Pour la première fois dans notre pays, 2 arrêtés ministériels ont été adoptés pour encadrer l'enseignement à distance. L'un pour le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et l'autre portant organisation et encadrement de l'enseignement à distance au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Ces textes constituent une avancée majeure. Ils établissent désormais un cadre réglementaire clair pour la pratique de l'enseignement à distance et reconnaissent de manière explicite le droit d'apprendre autrement, d'apprendre partout. La révolution numérique éducative ne se décrète pas. Elle se planifie, elle s'organise, elle se gouverne avec rigueur. Nous avons aujourd'hui une volonté politique forte, incarnée par le chef de l'État et la première ministre chef du gouvernement. Nous disposons d'un socle juridique renforcé. Nous pouvons compter sur des partenaires techniques engagés. Ce qui nous manque encore, c'est une feuille de route commune, concertée et cohérente. C'est précisément ce que ce processus doit produire. Je vous invite, au nom de l'État, à travailler avec lucidité, exigence et ambition. Ce que vous allez définir ici, ce n'est pas une simple politique sectorielle, c'est une trajectoire nationale, c'est un choix de société, c'est l'avenir de notre jeunesse. Après des échanges riches à travers une réunion stratégique tenue au lycée Monseigneur Chaoumba à la Gombe, présidée par le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, la révision et validation de l'arrêté ministériel de 2017 régissant l'organisation de l'examen d'État a été obtenue. Cet arrêté était carrément tombé à désuétude parce qu'il y avait plusieurs dispositions qui ne cadraient plus avec les réalités en 2025. La grande plénière de ce jour a apporté ces amendements aux travaux de la commission et au finish, nous avons adopté, c'est un texte, nous avons adopté le texte ayant trait à l'organisation de l'examen d'État. Par ailleurs, cet arrêté ministériel conçu en 1968, modifié en 2004 et 2017, et à l'issue de cette réunion en 2025, porte ainsi mesures transitoires de l'organisation de l'examen d'État en RDC. Celui-ci a subi des amendements dans ses articles 47, 54,
1979 en intégrant les inspecteurs honoraires dans l'organisation de l'examen d'État afin d'apporter leur expérience, définissant les changements des concepts notamment EPST devenu EDU-NC, CECOPE, aujourd'hui DINACOPE et autres. Pour sa part, l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbunza, s'est félicité du bon déroulement de cette réunion et a remercié la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour son apport qui laisse une trace indélébile dans le sous-secteur. Ouvert le mercredi 21, c'est le samedi 24 mai que s'est clôturée la réunion sur la révision de l'arrêté régissant l'organisation de l'examen d'État. À notre postérité. Dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, l'inspecteur principal provincial Bienvenu Tunkadi déploie tous ses efforts pour assurer une organisation optimale de l'examen d'État édition 2025. L'objectif est de garantir des conditions idoines à des milliers d'élèves de sa juridiction. Pour atteindre cet objectif, l'IPP Ntukadi a réuni l'ensemble des inspecteurs lors d'une matinée pédagogique dédiée à la gestion des centres d'examen. Il a insisté sur l'importance pour chacun de ses collaborateurs de jouer pleinement son rôle alors que les premières évaluations sont prévues dans quelques jours. Deux facteurs très importants, le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-être ici, c'est quoi ? Le savoir-être, c'est tout ce que l'on possède dans son moral, dans son moi. Devant une situation, nous nous comportons comment? Comment agissons-nous pour assumer notre responsabilité étant chef? Quelles sont les qualités morales que nous avons? Qu'est-ce que nous possédons en nous du point de vue respect de soi? Et il y en a plusieurs d'autres. Et nous voyons l'aspect savoir-être et savoir-faire. Là, nous parlons l'aspect technique, c'est-à-dire l'aspect scientifique. Est-ce que les procédures, les instructions, les méthodes que nous avons apprises pour gérer un centre d'examen d'État, nous les mettons en pratique, nous les respectons? Le calendrier scolaire 2024-2025 annonce que les épreuves hors session de l'examen d'État se dérouleront du 2 au 15 juin prochain. Une organisation rigoureuse est donc primordiale pour assurer le bon déroulement de ces évaluations cruciales. Du côté de Kinshasa Plateau, la mobilisation est totale pour que cette édition de l'examen d'État se déroule dans les meilleures conditions possibles sous le leadership de Bienvenu Tunkadi. Pour la direction de l'école Monseigneur Moké, les faits évoqués par l'ONG IMAE ne sont rien d'autre que de pur montage pour détruire la réputation de cet établissement qui a formé et qui continue de former la jeunesse. L'image qui accompagne ces textes, c'est celle d'une autre école. C'est l'image du collège Sainte-Marie-Goretti. Et il n'y a pas de cohérence, c'est-à-dire ces messieurs, les responsables de l'ONG, conçoivent des histoires qui n'existent pas. Il y a des propos imaginaires et irrationnels. Dans un récent rapport, cette ONG a indiqué que l'école Monseigneur Moké exige $200 américains aux finalistes ainsi que de nouvelles uniformes. Ce que rejette le préfet de cet établissement, qui s'est dit même étonné de cette attitude de la part d'IMAE ONG. Nous sommes faussement accusés. Je voudrais tout simplement demander à cette ONG de cesser cette manière de faire, de ne plus essayer de diffamer les écoles. Même étonnement du côté des élèves concernés. Pour ces derniers, jamais l'école ne leur a exigé de l'argent au-delà de ce que demande le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Je suis finaliste et jusque-là, l'école n'a rien demandé à propos de quelconque maquis. L'école n'a rien demandé. Pour rappel, dans le cadre de sa campagne École à Mombongoté, l'ONG IMAE avait dénoncé les pratiques illicites à l'école Monseigneur Moké. Des affirmations que l'école qualifie simplement des rumeurs. Nous allons voir
un message balancé à travers les réseaux sociaux que le complexe scolaire Monseigneur Moké organise un maquis, que l'école a demandé $200 aux parents. Je m'inscris totalement en faux. Ce sont des propos mensongers. Elle est à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour un séjour d'une semaine. Edith Jibona, manager de relations extérieures et publiques au sein de la Banque mondiale pour la région d'Afrique australe et orientale, a effectué ce vendredi 23 mai 2025 une visite au centre d'appel du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Allo École, installé dans le locaux de la direction de gestion de la communication de ce ministère. Serge Biona, directeur technique de la DGC, en charge de la gestion du centre, a conduit la visite. Il était secondé par Lucie Kolela, point focal, violence basée sur le genre, de la direction des ressources humaines. L'un après l'autre, ils ont fourni leurs explications détaillées sur le mode de fonctionnement de cet outil de collecte de plaintes et l'interaction entre le ministère à travers sa direction de ressources humaines et le corps enseignant, ainsi que le bénéficiaire de services publics du sous-secteur. De quoi susciter l'admiration de la visiteuse. C'était très important pour moi aujourd'hui et ce fait un plaisir de visiter le call center de Allo École, car ça fait un moment, ça fait quelques années déjà que j'entends parler de Allo École et ça fait plaisir de voir parce que c'est un système ou c'est un call center qui est très innovatif et qui est un modèle pour beaucoup de pays dans la région du continent africain. The various administrative responsibilities and citizens. Judith Jibona est également à Kinshasa pour une semaine de plaidoyer en faveur de l'engagement communautaire autour du projet Grand Inga. I am here this week because the country is preparing to engage. Je suis ici en mission cette semaine, c'est pour appuyer ou préparer le pays au projet Grand Inga. Donc je rencontre les différentes parties prenantes, dont les médias, la société civile, pour comprendre les différents défis qui peuvent exister autour de ce grand projet. Il convient de noter que Allo École est un outil du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, indispensable pour la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes dans le processus de lutte contre les violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel et autres formes d'abus commis sur des personnes vulnérables. D'où Edith Jibona était accompagnée au cours de sa visite par Léonce Kazumba, spécialiste de l'éducation de la Banque mondiale en RDC. La coordinatrice du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, Wali Belade, et par le directeur de ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Betomele Morena. Ambiance festive au lycée Saint-Louis Marie Palazzolo, situé au quartier 17 mai. Nous sommes là, à Kingasani. L'établissement célèbre la fête de son saint patron à travers une journée culturelle riche en couleurs et en talents. Poèmes, scénettes, musique, danse traditionnelle et moderne, défilés de mode, les élèves ont rivalisé de créativité pour animer cette journée. Leurs réalisations en couture, exposées fièrement, ont également attiré l'attention. Je suis très contente de la réussite de cette journée, à travers laquelle il y a eu des manifestations, voire même le défilé des mots. Les filles nous ont fait voir de quoi ils sont capables, les réalisations des habits qu'ils ont fait. Alors eux-mêmes aussi peuvent exprimer leur gratitude. Satisfaction générale du côté des élèves et du personnel enseignant. Tous saluent une organisation réussie et une belle vitrine du savoir-faire de l'école. On peut leur dire merci de bien nous encadrer parce que c'est pas facile. On voit d'autres écoles, ils étudient mais pas comme nous. Quand même le lycée informe les gens, construit, donc on ne sait pas vraiment quoi dire. Et aujourd'hui je suis très content parce qu'elles ont parcouru presque tous les domaines de connaissances que nous leur donnons chaque jour. Encore pour une fois, on ne sait même pas quoi dire, on ne sait pas comment exprimer nos sentiments. En tout cas, merci beaucoup. Présent pour l'occasion, le sous-prophète de Kimbanteke 1, Albert Kassongo, n'a pas caché sa fierté. Il s'est dit impressionné par le niveau de connaissances et d'expression des élèves. Je suis très content de voir ça dans ma juridiction et surtout ici à Kimbanteke 1, où les gens ne comptent même pas sur nous, mais
Voilà les enfants que nous sortons de qualité et le travail qu'ils sont en train d'abattre. Au-delà de la célébration, cette journée culturelle a été l'occasion de renforcer les valeurs éducatives, artistiques et citoyennes au sein de cette alma mater. Une démonstration vivante que l'école, c'est aussi un lieu d'épanouissement et de découverte de talents. Renforcer les capacités des juristes professionnels en matière de droit des sûretés, voici l'objectif principal d'un séminaire de haut niveau tenu à Kinshasa, la capitale congolaise. Objectif de cette grande messe juridique, les sûretés sous l'ère OHADA, de la constitution à la réalisation, un thème consistant autour duquel les panélistes ont entretenu l'assistance venue de Kinshasa et ses environs, leur expliquant ainsi que les tenants et les aboutissants du droit des sûretés en mettant un accent particulier sur les cadres normatifs de l'OHADA. Notre intervention a porté sur les hypothèques et ses incidences, tant dans sa constitution, les délais d'inscription, ses effets, mais aussi surtout la distribution. Et ma partie portait sur les sûretés personnelles. Il y a en droit OHADA 3 types de sûreté personnelle, le cautionnement, les garanties autonomes et les contre-garanties. Et j'ai tenté modestement d'apporter aux différents intervenants une explication la plus claire possible sur ce qu'était le droit des sûretés personnelles. J'ai essayé de donner un éclairage tout à fait pratique pour les professionnels qui venaient nous écouter, en leur exposant des situations qui peuvent se présenter dans la vie des affaires et comment y réagir, comment y faire face. L'occasion faisant l'hilarant, les coordonnateurs de la structure organisatrice a circonscrit l'importance de cette 4e édition qui marque également la fin de la collaboration avec le siège de la firme française. Cette 4e édition coïncide avec la cessation de notre collaboration avec le siège. Un an après, il y a lieu pour nous de pouvoir, tel que nous avions procédé pendant l'activité de séminaire, un bilan positif avec 4 activités. La première portée sur le voie d'exécution, la deuxième toujours sur le voie d'exécution mais pour les professionnels cette fois-là, la troisième sur le droit d'arbitrage et la 4e édition s'est apaisantie sur le droit de sûreté. La particularité est que cette édition était plus... Il est vrai que le droit des affaires c'est un tout, mais dans son sein il y a aussi le droit OHADA que nous spécialement nous avons jugé bon de pouvoir mettre en évidence, mettre en exergue à travers des séries, des activités, des formations, des conférences et autres. Organisé par Juristes Intelligentes, une firme française engagée dans la promotion du droit OHADA en Afrique, ces séminaires visaient aussi de moderniser et dynamiser les droits des affaires tout en facilitant l'accès à une expertise juridique de qualité. Bien, merci parce que En date du 25 mai 1963, un grand événement avait ébranlé le continent africain consistant en la mise sur pied de l'organisation panafricaine chargée d'unir, de faciliter l'entraide et résoudre d'éventuels différends pouvant surgir. Un nom en 3 lettres lui a été donné. OUA, signifiant Organisation de l'Unité Africaine. Pour son siège social, les pères créateurs de cet organisme ont choisi Addis Ababa ou Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, alors dirigée par le Négus ou empereur Haïlé Sélassié Ier. En cette année 1963, de nombreux pays avaient déjà accédé à leur indépendance, dont ceux qui n'ont pas été colonisés, l'Éthiopie et le Libéria. Celui-ci provenant d'anciens descendants d'esclaves déportés en Amérique, puis affranchis, libérés et retournés au bercail. Ensuite, des pays indépendants avant 1960, dont l'Afrique du Sud en 1911, mais isolés à cause de l'apartheid, l'Égypte en 1922, le Soudan en 1956, le Ghana en 1957 et la Guinée-Conakry en 1958, venait alors le bloc des indépendants de 1960, la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont la République démocratique du Congo, sans oublier ceux devenus indépendants après 1960. Sitôt créée, l'Organisation de l'Unité africaine s'est penchée sur des crises de possession des terres entre le Maroc et l'Algérie, puis entre le Maroc encore et la Mauritanie et d'autres crises. L'OUA, devenue depuis 2001 UA, Union africaine, garde jalousement son principe d'intangibilité des frontières hérité de la colonisation. Parmi les dignes présidents qui ont dirigé l'OUA, on cite Haïlé Sélassié de l'Éthiopie, Sékou Touré de Guinée-Conakry, Mobutu du Zaïre,
Gamal Nasser d'Égypte, Idi Amin Dada de l'Ouganda et le roi Hassan II du Maroc, ainsi que d'autres qui ont suivi. Dans son séjour de travail à Kananga, la première ministre Judith Suminwa a effectué une descente sur le terrain pour s'imprégner de réalités locales. Sa visite, marquée par des engagements concrets et de symboles forts, a débuté sur le site du projet Mégatron, une centrale solaire dont le mégawatt devrait alimenter l'éclairage public et les usagers de la Société nationale d'électricité à Kananga. Cependant, le projet est actuellement à l'arrêt. Judith Suminwa a écouté les explications de responsables et a insisté pour une relation immédiate. Elle a en outre rappelé l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à fournir l'électricité à la population, montrant l'importance de ces projets pour le développement local. La première ministre a ensuite inspecté le travaux de la route Kananga-Kalambambouji, un axe vital reliant la RDC à l'Angola et connectant le Kasaï central à Chikapa, d'une longueur de 10 à 30 km. Ce tronçon fait partie d'un projet la plus large incluant la réhabilitation de routes provinciales C109 et R939. Selon l'agence congolaise de grands travaux ACGT, le tronçon jusqu'à la frontière angolaise devrait être ouvert le 15 juillet 2025, sous réserve d'imprévus. Je dis que le président de la République a pris des engagements, le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. C'est vrai qu'on a des contraintes. Tout projet a des contraintes, mais on doit aussi, et comporte des risques. On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. Vous n'oubliez pas qu'on est dans une zone où on a la saison de pluie, on a la saison sèche. La saison de pluie vient avec ses contraintes. Et donc maintenant, pendant la saison sèche, justement, c'est ce qu'ils viennent dire dans leur planification. Ils vont essayer d'aller plus vite pour rattraper les retards. Malgré les obstacles, la première ministre a réaffirmé sa volonté de suivre le projet jusqu'à leur achèvement, appelant à une gestion rigoureuse et à une communication honnête. Sa visite à Kananga illustre la priorité accordée aux infrastructures et aux services essentiels, conformément aux promesses du chef de l'État. C'est une situation interpellante qui se déroule actuellement sur plusieurs tronçons de route quinoises, car concrétisée par l'entassement des véhicules de la catégorie poids lourd sur les artères publiques. Cette mise en entrave d'automobiles utilitaires découle de la grève observée par les conducteurs pour, disent-ils, protester contre la mesure prise par l'autorité urbaine dernièrement. Mesure qui enjoint ces genres de véhicules à ne circuler que dans la fourchette de temps incluse entre 22h et 5h du matin. C'est donc là la raison majeure de la présence massive de ces engins sur ces tronçons. Et donc, l'une des parties en question s'étale de la commune de Mongafula jusqu'au rond-point Ngaba. Certains autres véhicules sont parqués du côté de l'avenue de l'université, cette longue artère qui longe le croisement de boulevard Sendoué jusque plus loin. Il est utile que les autorités concernées puissent s'affairer à trouver des solutions au plus vite pour décanter cette crise naissante, car pour certains conducteurs, le temps leur imparti pour circuler exactement de 22h à 5h du matin les expose à une éventualité d'insécurité. C'est sous le thème « Sa santé, ses droits, construire un avenir sans fistule obstétricale » que l'humanité a célébré ce week-end la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Pour situer les esprits, la fistule obstétricale est considérée comme une maladie de la honte et touche plusieurs femmes congolaises. Cette maladie, qui se définit comme la constitution d'une communication anormale entre le vagin et la vessie ou entre le vagin et le rectum. Elle survient à la suite d'une grossesse compliquée pendant un accouchement prolongé quand une femme n'obtient pas la césarienne en urgence. Comme symptôme courant, il y a lieu de remarquer la fuite de sel et des urines, l'infection urinaire chronique et ou de perte vaginale malodorante. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale organisée par le Centre Bolamou à Mongafula, la directrice du programme national de la santé de la reproduction
Anne-Marie Toumba a martelé sur la sensibilisation de la population congolaise sur la maladie et aussi sur la formation de prestataires de santé. Notre pays est engagé comme les autres pays de l'Afrique parce que c'est ici que se viennent encore les fistules. Ailleurs, on a éliminé la fistule obstétricale. Notre pays est engagé à l'élimination de la fistule obstétricale d'ici 2030 pour ramener l'activité aux femmes. Parce que vous avez bien compris, un accouchement, c'est un événement heureux. Mais à cause de cet événement heureux, la femme va se retrouver rejetée, bannie de la famille, bannie de la communauté parce que des événements malheureux sont venus s'interposer. Même son des cloches pour la responsable de Fustula Clinique, Dr Dolores Nembunzu, qui était présente pour la circonstance. C'est une maladie qui est évitable. Dès que l'accident est arrivé, elle est guérissable. Donc nous avons des centres qui prennent en charge avec des partenaires. Ici nous sommes au centre Bolamou à Mondapouya. Nous avons également le centre Fustula Clinique à l'hôpital Saint-Joseph de Dimété, où nous prenons en charge. Donc nous collaborons avec ce centre et nous avons des partenaires communs. Et voilà la situation de joie pour nous. Que les gens viennent, qu'ils ne pas soigner. La célébration s'est clôturée par la remise de dons aux femmes victimes de la fistule obstétricale et la visite du centre Bolamou par la directrice du programme national de la santé de la reproduction. Les changements de climat s'accompagnent parfois de l'apparition des insectes saisonniers. Pendant la saison sèche, ces insectes apparaissent et peuvent être nuisibles à la santé. C'est notamment le cas de cet insecte célèbre que le quinois appelle Ekonda. De son nom scientifique, Païderus, ces petits insectes avec un abdomen et les thorax de couleur vive rouge orangée à la taille d'une grosse fourmi est une variété de coléoptères saisonniers du genre Païderus qui laisse des brûlures sur la peau lorsqu'il est écrasé. Il libère une substance chimique appelée pédérine capable de provoquer des démangeaisons et des lésions vésiculeuses semblables à des brûlures. Ce qui est sûr, les lésions laissées par la pédérine avec formation de croûte ne sont ni mortelles ni contagieuses, mais douloureuses. Néanmoins, elles guérissent spontanément d'1 à 3 semaines. Il suffit donc de savoir que l'effet n'est pas immédiat. Ce n'est qu'au bout de 12 à 36 heures qu'une éruption rouge apparaît et se développe progressivement en bulle. En guise de conseil, n'est pas avoir les réflexes d'écraser l'insecte, mais de les dégager avec précaution, surtout lorsqu'il est dans les cous ou sur les visages. Il est aussi recommandé de se laver abondamment les mains. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne.